Chers compatriotes, c'est à moins de 48 heures que le professeur Alpha Condé, vêtu d'un petit boubou, est apparu sur les écrans de télévision pour annoncer le report surprise du double scrutin des législatives et du référendum sur la nouvelle constitution qui lui ouvrirait la voie à un troisième mandat. Avec la tête d'enterrement qu'il faisait et les mots de consolation à l'égard de ses partisans, il était clair que M. Alpha Condé avait pris cette décision sous la contrainte. Les pressions internationales exercées par l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, mais surtout par la CEDEAO, ont eu raison de sa détermination. Mais à part un léger report de 2 semaines, Alpha Condé n'a pas cédé sur l'essentiel, sa volonté réelle de changer la Constitution et se maintenir au pouvoir. Et les observateurs attentifs ont noté 3 choses durant cette sortie inattendue du président guinéen. Son apparence physique et morale, les explications gênées et embarrassantes pour faire accepter ce report à ses partisans et son manque d'ouverture envers ses adversaires politiques. Toutes choses qui pointent du doigt l'entourage présidentiel et les réseaux occultes d'affidés dont le seul souci est l'accès aux prébendes. Alpha Condé était mal habillé. Il avait l'air fatigué, la voix cassée et présentait l'image d'être au bout du rouleau. C'était pathétique, surtout venant d'un homme qui a toujours voulu projeter l'image du guerrier intrépide et sans peur. Où est donc sa famille, ses parents, ses amis sincères pour le protéger d'une telle humiliation et le guider vers une porte de sortie honorable? Il s'est donné tellement de mal à rassurer ses soutiens et ses partisans que le train est toujours sur la voie et qu'il ne sait pas trop lui-même comment tout cela va finir et à quel moment le train va arriver à destination. On a senti qu'il avait peur de décevoir, d'être accusé de trahir la cause, d'où son insistance sur le fait que seuls les partis en règle avec la CENI seraient autorisés à participer aux élections législatives. C'est donc l'image d'un président seul, isolé et pris en otage par un cercle de radicaux kleptocrates qui a été présenté aux Guinéens ce vendredi 28 février 2020. Même une courte vidéo montrant le président en train de faire des exercices pour maintenir sa forme n'a pas réussi à réparer les dégâts. Oh mon Dieu, comment peut-on filmer le président dans une tenue aussi révélatrice, dos à terre, jambes en l'air, en train de soulever des poids? Ne pouvait-on pas montrer une meilleure image de lui faisant du sport? Le président guinéen est mal entouré, mal conseillé et plutôt manipulé par des gens dont le seul souci est la protection de leurs intérêts personnels. C'est ce cri de cœur que plusieurs amis, les vrais amis, ont voulu lancer, qui, à travers des lettres ouvertes, qui, à travers des vidéos, voire même une démission, celle du ministre de l'Enseignement supérieur,
pour extirper Alpha Condé de l'influence néfaste de ces oligarques qui ont fini de noyauter le système politique guinéen. Ce sont eux qui sont en train de faire du zèle pour la nouvelle constitution et qui encouragent Alpha Condé à se maintenir au pouvoir. Ils refusent de lui dire la vérité en lui faisant croire que son projet est supporté par une grande majorité de l'électorat guinéen. Ce sont eux qui l'empêchent de recevoir les religieux et d'accepter toute autre médiation conduisant à une sortie de crise. Ils préfèrent lui mentir en lui cachant la réalité des choses, à savoir qu'il est totalement isolé, aussi bien à l'interne que sur le plan international. Et c'est cette réalité-là qui a rattrapé le président guinéen le soir du 28 février 2020. Mais qui sont ces oligarques prêts à sacrifier l'avenir du pays pour leurs intérêts personnels? Beaucoup d'entre eux sont connus du grand public et il est donc inutile de les nommer tous ici. En plus, le FNDC a publié une liste des promoteurs du troisième mandat et plusieurs d'entre eux s'y retrouvent. Nous savons tous qui est en train de s'agiter pour justifier le coup d'État constitutionnel et les raisons qui les poussent à le faire. On se connaît tous dans ce pays et on sait qui est qui. Nous connaissons les liens qui existent entre eux et les réseaux qui ont été mis en place pour garantir la survie du système. Mais le moment aussi viendra pour mettre hors d'état de nuire tous ces réseaux qui sont en train de dilapider les fonds publics et se livrer au pillage de nos ressources naturelles. Ce qu'il faut retenir pour l'instant est qu'ils opèrent tous dans les hautes sphères de notre État. Si nous procédons à une catégorisation, nous verrons qu'il y a des oligarques membres du gouvernement qui sont ministres ou parfois gouverneurs. Dans ce cas, ce sont les postes régaliens et juteux qui sont convoités où naturellement on peut se remplir les poches. Il y a des oligarques qui sont à la tête des régies financières, les impôts, les douanes, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Sogipami, EDG, le port autonome de Conakry, auquel il faut ajouter les nouvelles agences, l'ANAFIC et l'ANIES. Il y a aussi les oligarques qui sont à la tête des sociétés minières et des sociétés de construction. Nous avons déjà passé en revue la liste des sociétés minières qui opèrent en Guinée dans une de mes précédentes vidéos. Inutile donc de revenir sur cette liste ici. Mais ce qui doit intéresser tout le monde, c'est comment ces oligarques arrivent-ils à influencer et ce qu'ils font de tout cet argent. Certains d'entre eux recrutent et entretiennent des milices privées. Il y a au moins 7 oligarques que la rumeur accuse d'avoir recruté des jeunes pour des actions de casse, de violence inouïe ou des opérations de communication et de désinformation. Sur les 7, seul Malik Sankon, le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, a reconnu publiquement et a dit à qui voulait l'entendre qu'il a recruté 3 000 à 4 000 jeunes et qu'il cherche à en avoir 10 000. Tout ce monde-là doit être nourri, entretenu
et financées. Et ce sont ces milices-là qui sèment la terreur dans nos quartiers, qui tuent, brûlent les maisons et les voitures, et aussi bien les marchés et les plantations. Pour ne pas être identifiés, ils portent des cagoules en accomplissant leur sale besogne. Mais tôt ou tard, ils répondront de leurs crimes puisque les commanditaires sont connus. Il y a un deuxième groupe d'oligarques qui, eux, utilisent la grande fortune qu'ils ont amassée pour s'acheter un électorat sûr, dociles et captifs qui peuvent mobiliser à volonté pour les grands meetings, les visites du chef de l'État ou pour les consultations dans leur région d'origine. C'est la pratique bien connue des achats de conscience soutenus par des discours xénophobiques et ethnocentristes. Pour cela, on cherche à corrompre les jeunes, les notabilités et parfois les femmes. La ville de Kindia a été un véritable cas d'école où on a vu des ministres très riches se tailler un électorat sur mesure qu'ils contrôlent et manipulent à leur guise en distribuant d'importantes sommes d'argent. Même le chef de l'État est obligé de se plier à leur desiderata s'il tient à conserver ce fief électoral. À Kindia, la compétition a été souvent âpre et rude entre plusieurs oligarques qui sont tous originaires de cette région. Le jeu devient encore plus intéressant lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination des membres du gouvernement. Kindia n'est pas la seule ville où on observe ce phénomène. C'est la même chose qui se produit à Kankan, Kirwane, Zéro Corée et qu'on cherche à reproduire dans des villes comme Fria, Forekaria, Bofa, Mamou, Pita, Dingirai, où de nouveaux riches, forts de leurs solides relations et de leur position, tentent de se tailler un fief électoral. On a d'ailleurs remarqué de violents affrontements dans certaines villes considérées comme des chasses gardées et qui sont interdites aux opposants. Une forme de régionalisme qui ne dit pas son nom et dont le peuple de Guinée croyait s'être débarrassé au lendemain de l'indépendance. Après les acheteurs de conscience, il y a maintenant ceux qui utilisent leur réseau d'amis et de connaissances pour étendre leur influence et maintenir leur contrôle sur l'appareil d'État. Parmi eux, le Premier ministre est celui qui maintient le réseau d'influence le plus sophistiqué, le plus grand réseau d'amis, de connaissances et d'obligés. Rares sont les hauts cadres de l'État, les hommes d'affaires, pontes des médias qui ne lui doivent pas leur ascension. C'est un réseau dense où on retrouve pêle-mêle des personnes à qui il a rendu des services, qui, pour avoir un poste, qui, pour lancer une affaire, qui, pour obtenir une bourse d'études, qui, pour lancer un organe de presse. Et c'est ce vaste réseau d'influence qui lui a permis de revenir au devant de la scène, malgré son limogeage par feu général Lansana Conté et ses déboires électoraux aux élections de 2010 et 2013. J'aurais préféré sincèrement ne pas parler de lui, mais il est au cœur du système clientéliste qui freine le plein épanouissement des populations guinéennes
et qui aujourd'hui cherchent à confisquer l'avenir de millions de jeunes Guinéens à travers cette nouvelle constitution qu'ils veulent imposer au peuple de Guinée. Le dernier groupe dont je voudrais vous parler est celui des kleptocrates, bien que la ligne soit floue entre ces derniers et les oligarques. Je veux parler ici de ceux qui amassent une fortune, font du blanchiment d'argent et déposent leurs avoirs dans des comptes offshore pour constituer une importante source de revenus pour les dépenses liées aux achats de biens mobiliers et immobiliers, au financement de l'éducation de leurs enfants, au financement d'un train de vie très élevé ou pour le financement de leurs activités politiques et en tout genre. Mais les plus malins ne vont plus dans les paradis fiscaux traditionnels que vous connaissez, comme la Suisse, le Luxembourg, les îles Caïmans, Monaco en France, les Bermudes ou les îles Vierges britanniques. Vous n'y trouverez aucune trace de votre argent. Maintenant, beaucoup d'entre eux préfèrent placer leur fortune mal acquise dans les nouveaux paradis fiscaux que sont Singapour, Hong Kong, les Émirats arabes unis. Des endroits où il ne court aucun risque d'être poursuivis pour bien mal acquis et où ils sont à l'abri de manifestations tonitruantes, de protestations de leurs concitoyens. Ces pays-là sont devenus les lieux les plus sûrs pour les kleptocrates de placer leur argent à cause de la rigidité du système et où ils peuvent opérer en toute liberté et loin des regards indiscrets. Alors, chers compatriotes, si demain vous cherchez à récupérer l'argent du contribuable guinéen, il faudra regarder du côté de Singapour, Abu Dhabi, Dubaï et Hong Kong. Je vous invite à prendre un stylo pour noter les noms des banques qu'il faudra éventuellement contacter. Aux Émirats arabes unis, Commercial Bank of Dubai, Mashreq Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NDB, NDB en français, Bank of Sharjah, First Gulf Bank, RAK Bank, United Arab Bank. À Hong Kong, Bank of China, Hong Kong DBS, DBS en français, OCBC Wing Hang, Standard Chartered, Bank of East Asia, Hang Seng, HSBC, Singapore, Bank of China, Bank of East Asia, Bank of Singapore, CIMB Bank, DBS, OCBC, UOB, Indian Overseas Bank. Chers compatriotes, à la lumière de tout ce que nous venons d'exposer, il est clair que le bien-être de nos populations est compromis par les agissements d'une clique d'individus pour manipuler et contrôler notre système politique et faire même basser nos ressources nationales à leur seul profit.
Parmi ces oligarques d'un autre âge, il y en a qui recrutent des jeunes désœuvrés pour constituer des milices qui frappent, tuent et terrorisent nos populations dans le seul but de restreindre et confisquer nos libertés fondamentales de libre expression, de rassemblement et de manifestation. Il y en a qui se livrent à des achats de conscience et à la corruption des élites pour se tailler des fiefs électoraux qu'ils vont manipuler à leur guise pour servir leurs intérêts personnels et empêcher la libre expression populaire lors des consultations nationales. Il y en a aussi qui, en kleptocrates bien avisés, profitent de leur position pour détourner les fonds issus de l'exploitation minière et les placer dans des comptes offshore ou onshore des nouveaux paradis fiscaux. Ils sont tous actifs dans des réseaux occultes bien organisés dont l'accès n'est réservé qu'aux parents, aux amis et à ceux qui partagent leur vision étriquée de la société. Et c'est dans ces réseaux à la structure pyramidale qui se distribue argent, biens matériels, postes de responsabilité et toutes sortes de faveurs. On voit donc que la crise qui secoue notre pays ne profite en premier lieu qu'à cette clique oligarchique qui se cache derrière le chef de l'État. Alpha Condé n'a rien à gagner dans cette histoire, si ce n'est de voir sa réputation entachée et toutes ces années de lutte se solder par un échec bien pitoyable. Il est déjà suffisamment riche et à l'abri du besoin. Il est rentré dans l'histoire en devenant président de la République de Guinée. Au crépuscule de sa vie, quelle autre consécration cherche-t-il encore aujourd'hui au risque de tout perdre? Il faudra bien qu'il se rappelle que le peuple de Guinée a dit 2 mandats. 2. Alpha, tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, ici gamane, halati. Au moment où j'enregistrais cette vidéo, la nouvelle est tombée selon laquelle le président Alassane Ouattara renonçait à se présenter aux élections présidentielles du 31 octobre 2020. Je voudrais saluer cet acte historique et remercier le président Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Sa carrière a été une carrière très riche et cette décision est une décision historique pour la sous-région et pour l'Afrique. Je souhaite ardemment que le président Alpha Condé s'inspire de cette décision pour que lui aussi, il puisse sortir par la grande porte. C'est la seule manière pour lui d'inscrire son nom dans le panthéon de l'histoire africaine. Vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.